27 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité à décrypter en compagnie de nos invités. Tout de suite, le sommaire de cette émission. L'Assemblée nationale débattra demain de la reconnaissance de l'État palestinien à travers une proposition de résolution socialiste qui devrait être adoptée le mardi suivant. Il s'agit bien sûr de l'Assemblée nationale française. De son côté, le Parlement européen a reporté de 3 semaines le vote controversé sur la reconnaissance de l'État palestinien. On en reparle dans un instant. Et de retour au Bercail, comment la délégation iranienne a-t-elle été accueillie? La prolongation des pourparlers est-elle perçue comme un échec ou une victoire? On fera le bilan avec Mathias Inbar, de retour de Vienne et sur notre plateau. Et puis enfin, certaines personnes, vous le verrez, sembleraient plus sensibles que d'autres aux ondes Wi-Fi. Existe-t-il un lien entre certains symptômes médicaux et la propagation de ces ondes? On y reviendra en fin d'émission. Voilà, rebonjour à tous, il est 8h à Tel Aviv et c'est l'heure d'accueillir Shmuel Tregano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Vous êtes sociologue, philosophe, auteur de nombreux ouvrages dont celui-ci, le dernier, l'Hébreu, une philosophie vers une nouvelle pensée juive aux éditions Hermann Philosophie. Donc voici votre dernier livre. Maurice Ifergan, bonjour. On vous retrouve comme chaque matin, rédacteur en chef d'i24 News. Alors, on va commencer par faire le point sur les gros titres de la presse israélienne. Ce matin, la presse israélienne qui parle de cet entretien exclusif accordé à Yediot Aharonot par le pape François. Et oui, le souverain pontife a reçu les journalistes de Yediot Aharonot au Vatican et leur a fait part de ses inquiétudes. Vous voyez la une, le pape est inquiet. Alors, François a surtout montré son inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe dans la région et a lancé une mise en garde contre ce qu'il appelle une possible guerre de religion. Alors le pape dénonce toutes les violences perpétrées au nom de Dieu. On s'y attendait. François profite de l'interview pour s'adresser directement aussi aux Israéliens et aux Palestiniens pour leur demander de mettre un terme à la haine. Inquiétude également du souverain pontife en ce qui concerne les chrétiens qui vivent dans les territoires du califat contrôlés par Daesh, l'État islamique. Dans ces secteurs, a-t-il dit, la situation des chrétiens n'a jamais été aussi mauvaise. En Irak, par exemple, c'est le propos du pape, des actes de barbarie criminelle ont été accomplis qu'il est impossible de décrire. Alors l'entretien intégral sera publié demain dans le Yediot Aharonot et je vous conseille de le lire. On passe à Haaretz qui titre toujours sur les suites de ces actions de l'autorité palestinienne auprès de la communauté internationale pour obtenir une reconnaissance par les organismes internationaux. Alors aujourd'hui, il s'agit de la Convention de Genève 4. C'est une convention sur la protection des populations civiles dans les zones de conflit. Alors en avril dernier, au vu de l'échec des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens, Mahmoud Abbas avait signé une quinzaine de demandes d'adhésion, dont une adhésion à Genève 4, sous la pression palestinienne et surtout de la Ligue arabe. La Suisse, qui accueille cette convention, finalement a entamé des consultations auprès des signataires de la convention Genève 4 pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors Genève finalement propose une réunion peut-être à la mi-décembre, mais les Suisses veulent lui ôter tout caractère politique, c'est-à-dire qu'elle se tiendra au niveau des ambassadeurs, elle ne durera que 3 heures et il n'y aura que très peu de discours. Enfin, la réunion sera fermée à la presse, plus symbolique. Alors les diplomates israéliens se sont rendus déjà à Berne et à Genève pour tenter de dissuader les Suisses de réunir cette convention. En cas de refus, Jérusalem annonce son intention de boycotter les débats. Les États-Unis n'ont pas encore officiellement fait connaître leur position, mais ont fait comprendre qu'ils boycotteront eux aussi la réunion de Genève 4. On passe au Jerusalem Post. Le quotidien met à la une photo de Nicolas Sarkozy qui s'est prononcé contre la reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français. Alors Israël a finalement obtenu un soutien dans sa lutte pour repousser la vague de reconnaissance par les pays européens. Jérusalem espère donc que, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne, la France repoussera cette demande, mais c'est loin d'être sûr. En tout cas, Nicolas Sarkozy a dit « Je me battrai pour que les Palestiniens aient un État, mais une reconnaissance unilatérale après un massacre dans une synagogue de Jérusalem et en dehors du processus de paix, non », a insisté Nicolas Sarkozy devant les membres de l'UMP.
occupée. Le Parlement français doit débattre, vous l'avez dit, demain du projet de reconnaissance de la Palestine. Le vote est prévu pour le mardi 2 décembre. Il n'a pas toujours été contre Nicolas Sarkozy, contre la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est nouveau. Il est ambivalent, Nicolas Sarkozy, parce que si on observe bien ce que la France a voté sur le plan international au moment où il était président, c'était pas très clair le soutien à Israël à ce moment-là. Mais sa prise de position est très importante. Il y a aujourd'hui en France une grande mobilisation de la communauté juive contre cette reconnaissance, parce que tout le monde a le sentiment qu'il s'agit là d'un tournant. Et ce que vous avez cité dans votre revue de presse montre ce à quoi nous assistons depuis quelques années, je dirais une tentative de ghettoisation sur un plan planétaire de l'État d'Israël. On va en reparler d'ailleurs juste dans un instant de cette reconnaissance de l'État de Palestine et des implications en Europe et en France. Mais avant, on continue avec l'Égypte et cette loi antiterroriste qui serait même plus dure que celle mise au point par Benyamin Netanyahou. Oui, un projet de loi, il faut dire. Ouais, un projet de loi. Alors effectivement, alors qu'en Israël, on parle du projet de Benyamin Netanyahou de lutte antiterroriste, un projet prévoyant la déchéance de la nationalité des terroristes et des mesures contre leurs familles et leurs biens. En Égypte, on prépare un projet qui carrément veut mettre dans l'illégalité toutes les organisations, pas seulement les frères musulmans, toutes les organisations civiles et laïques qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État. Alors le projet prévoit des gardes à vue, des arrestations préventives et surtout le gel des avoirs des organisations et des particuliers appartenant à ces organisations. Mais je vous rappelle que le projet concerne pas uniquement les frères musulmans, mais toutes les organisations qui se livrent à des actes qui, selon les autorités égyptiennes, mettent en danger l'État. Voilà, maintenant on passe au Daily News, toujours à propos de l'Égypte. Le quotidien égyptien annonce l'ouverture du terminal de Rafihar, mais uniquement dans un sens, du Sinaï vers la bande de Gaza. L'ambassade de Palestine au Caire conseille donc aux Palestiniens de Gaza, qui se trouvent en Égypte, de se rendre à El Arish, au nord du Sinaï, pour se préparer à quitter l'Égypte. Le Daily Independent précise que 3500 à 4000 Gazaouis sont inscrits auprès des services de l'ambassade de Palestine au Caire, qui doit organiser leur départ. La mesure concerne en particulier les personnes malades qui doivent suivre des soins à Gaza et les étudiants qui doivent reprendre leurs études. Alors le quotidien précise que les 6 premiers mois de l'année 2014, le terminal n'a été ouvert que 22 jours, avec une moyenne de 6000 passages par jour. Vous voyez, les Égyptiens veulent se débarrasser des Gazaouis. Et on finit par le Liban, avec l'Orient le jour. Le Liban est en deuil. Figurez-vous qu'hier, on a déploré la disparition de Charoura. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse très populaire. Très populaire au Liban. Au Liban, elle est décédée à l'âge de 87 ans. Sarah Charoura était la star du pays des Cèdres, vraiment une fierté nationale. Alors, au cours de sa carrière, elle a enregistré pas moins de 3000 chansons et participé à plus de 100 films. Vous voyez, c'est la vraie princesse. Alors, Sabar était aussi connue pour être une femme avec un sourire et de la gaieté, mais aussi pour ses aventures. Elle a eu de nombreux prétendants qui ont défrayé la chronique au Liban. Elle avait coutume de dire que ses relations avec les hommes ne duraient pas plus de 5 ans. Après, je deviens folle, a-t-elle dit. Ces hommes ont voulu gérer ma vie et ma carrière et ne m'offraient rien en contrepartie. La célébrité, a-t-elle dit au quotidien L'Orient le jour lors d'une interview en 2011, ne change pas grand-chose, mais dans le fond, elle ouvre des portes, des cœurs, et l'amour des gens n'a pas de prix. C'est la chanteuse Charoura. Un grand personnage et une perte pour les Libanais. Merci beaucoup Maurice Fergan. On va justement revenir sur ce débat qui aura lieu demain au Parlement français, débat autour de la reconnaissance de l'État de la Palestine, dont on a brièvement parlé en début d'émission. Est-ce que vous pensez que la question de la reconnaissance de la Palestine, si elle est votée, aura un impact, ou est-ce que c'est seulement symbolique en France ? Mais les symboles ont un impact considérable dans l'imaginaire collectif et dans la politique. Et justement, ce serait un signal donné à l'illégalité de l'État d'Israël. Et je crois que là, c'est vraiment une aggravation de ce climat que l'on observe depuis une quinzaine d'années. Et le problème aussi, si vous voulez, c'est qu'une reconnaissance, ce serait d'abord une trahison des accords d'Oslo et de la garantie que les États occidentaux ont apportée à l'observance de ces accords. N'oublions pas que s'il y a une autorité palestinienne, c'est parce que l'État d'Israël l'a bien voulu. En fonction d'accords, en fonction d'un processus, il serait entièrement balayé. Et c'est ça la véritable question qui est posée. On peut avoir le sentiment qu'on vote pour une sorte d'État substitutif
à l'État juif d'une certaine façon. Il est question de Jérusalem, il est question de la légalité internationale, et c'est ça qui inquiète profondément. Nous avons assisté depuis 15 ans à un processus de dégradation de l'image d'Israël, et c'était sur le plan des symboles, de l'imaginaire, des actions collectives. Une telle reconnaissance, partagée par plusieurs pays européens, apparaît en tout cas comme un véritable tournant politique et pas seulement symbolique. En tout cas, les Européens et les Français eux-mêmes présentent cette reconnaissance, ce vote, comme un moyen de pression sur les Israéliens et les Palestiniens pour reprendre un processus de paix, reprendre des négociations. Vous ne pensez pas que ce soit la bonne solution ? Certainement pas. D'abord, dans le droit international, on ne reconnaît qu'un pays qui existe. Il n'y a pas de frontières. Les lignes de 67 sont des lignes de cessez-le-feu. Il n'y a pas d'accord des pays environnants. Que reconnaît-on? Une idée, un mythe? En quoi cette reconnaissance a-t-elle un point? Les symboles ont un impact. Oui, eh bien, si vous voulez, malgré tout, le droit international existe encore alors que tout le monde l'invoque. Mais dans le droit international, il n'y a pas lieu d'une reconnaissance quelconque. Et c'est ça le véritable problème aussi qui est posé. C'est la découverte que finalement, les traités, les lois sont balayées quand il y a une croyance qui est à l'œuvre. Et cette croyance, elle peut ne pas correspondre à la réalité. D'autant plus que la remarque de Nicolas Sarkozy est très judicieuse. Au lendemain d'un massacre, alors qu'il y a cette intifada au couteau, etc., à Jérusalem, reconnaître, c'est en fait légitimer ces actions-là et ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire à la multiplication de ces actions. C'est d'ailleurs pour cela que le vote à l'Union européenne qui devait avoir lieu a été repoussé de 3 semaines. C'est parce que justement les tensions sont telles aujourd'hui en Israël et à Jérusalem que ce vote a été repoussé. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un texte que vous avez écrit. Vous dites qu'il s'agisse de la colonisation turque, de Chypre, de l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, de l'esclavagisme du Qatar et de l'Arabie saoudite et j'en passe, l'Europe se tait, mais quand il s'agit d'Israël, tout le monde accuse. Vous pouvez développer cette morale à double standard en quelque sorte. À quoi elle est due selon vous? À l'héritage du passé et 20 siècles d'antijudaïsme inscrits dans les tréfonds de la mémoire et de l'identité européenne et occidentale, qui fait que le fait que le peuple juif soit de retour sur sa terre, qu'il soit à Jérusalem, au fond constitue un scandale métaphysique. Dans la mesure où il vient montrer et illustrer bien que l'Israël éternel n'est pas mort, que son histoire continue, et ça bouscule des représentations qui ont cru que sur le constat de son décès supposé, on pouvait construire toutes sortes d'édifices. On peut comparer ça au volcan éteint qui soudain jaillit et bouleverse toutes les choses. Il y a une véritable obsession de la politique de l'Union européenne concernant Israël. Alors, elle s'explique en fonction d'accords passés avec la Ligue arabe depuis le premier choc pétrolier, etc. Mais cette obsession a quelque chose d'anormal. Par exemple, on trouve tout à fait normal que la Turquie occupe Chypre. On trouve tout à fait normal que la Cour européenne des droits de l'homme interdise à un grec originaire du côté turc de Chypre de récupérer sa propriété. Mais par contre, la Palestine est un sujet de choix, un sujet central pour l'Union européenne. Et je crois que là, il y a un déphasage qui mérite analyse. Alors, vous allez même jusqu'à dire quand même que c'est l'Europe qui a empêché à Israël d'éliminer le Hamas et qui est donc responsable de ces guerres que l'on a connues cet été, mais que l'on connaît désormais tous les 2 ans, ces guerres entre Israël et le Hamas. Vous pensez vraiment que c'est l'Europe finalement Écoutez, si l'on observe quelles sont les mœurs internationales, quand il y a une guerre et un vainqueur, plus ou moins, il dicte les termes de la paix. Or, nous observons que depuis un siècle, les puissances occidentales ont interdit ce processus qui existe pour elles-mêmes. Et donc on peut se demander dans quelle mesure les puissances occidentales recherchent la paix au Proche-Orient, dans la mesure où cette paix supposerait l'existence d'un État d'Israël fort et respecté. Et là, je crois qu'il y a vraiment un biais culturel, un biais psychologique de la part de l'Union européenne. Le problème, voyez-vous, c'est que la démarche de l'Union européenne, en fait,
s'applique aux États européens eux-mêmes. Il y a une nouvelle doctrine du pouvoir dans l'Union européenne et dans l'unification qui vise à amoindrir la souveraineté nationale, à réduire la puissance des États au nom d'un gouvernement sous le signe des droits de l'homme. l'État-nation, en fait, tout ce qui s'applique à l'État-nation n'a plus aucune crédibilité. Et Israël apparaît comme un État-nation dur, coriace, insupportable. Il rappelle à l'Europe sa propre démission. Enfin, faut quand même dire qu'il y a un conflit qui persiste, un conflit israélo-palestinien. Quelle serait la solution, selon vous, pour un retour à la table des négociations, pour la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, si ça ne doit pas venir de pression extérieure, comme européenne ou américaine? Eh bien, je dirais la réforme de la société palestinienne. Car ce qui nous provient de la société palestinienne n'exprime pas une volonté de paix et de reconnaissance. Et de la société israélienne? La société israélienne, je crois qu'elle était prête à cette reconnaissance. Et aujourd'hui, à la suite de ces guerres répétitives et de la violence sauvage, il me semble qu'il y a, c'est clair, c'est vérifié par les sondages, un recul. Aujourd'hui, vous avez environ, si je me souviens bien, 74% de l'opinion israélienne qui refuse un État palestinien qui serait dans les frontières, entre guillemets, de 1967. La proximité des territoires, l'exiguïté de la région fait que aujourd'hui, eh bien, il y ait cette crainte qu'on se retrouve sous le feu de simples katyushas ou d'indépendants qui puissent décider une action. Il y a une crainte sécuritaire, c'est évident, mais vous ne pensez pas que c'est aussi la responsabilité peut-être d'Israël, du gouvernement israélien, en tout cas ces derniers temps? On a vu quand même des provocations, il y a eu quand même Israël a quand même une part peut-être de responsabilité dans ce conflit, ou vous ne pensez pas? Vous savez, c'est un jeu à deux. Les provocations répondent à d'autres provocations. Et dans un rapport de force, parfois, qu'il y ait une force contradictoire est intéressant pour montrer qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et on ne peut pas exiger des Israéliens d'être des anges insensibles à la réalité. Ils s'inscrivent dans un milieu violent, qui est un milieu très violent, où justement les gens luttent pour leur vie, pour leur existence, et c'est inéluctable qu'il se produise des choses de ce type-là. Ceci dit, le propre d'un homme d'État, c'est de garder le froid, de rester froid face aux événements pour évaluer justement les rapports des forces et la réalité. Alors, est-ce que Benyamin Netanyahou est resté froid face aux événements? On va justement en parler. Vous nous parliez de l'État-nation. On va voir que c'est une loi, un projet de loi en tout cas, qui fait polémique en Israël, celui de la définition d'Israël comme État-nation du peuple juif. On l'a vu ces derniers jours, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. À la Knesset, c'est un projet de loi qui fait beaucoup de polémique. On regarde ce sujet, on en reparle juste après. L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Chaque citoyen jouit d'une égalité des droits individuels, ce à quoi nous veillons. Mais seul le peuple juif bénéficie de droits nationaux. Le drapeau, l'hymne, le droit de tout juif à s'installer en Israël, ainsi que d'autres caractéristiques nationales. Celles-ci sont accordées uniquement à notre peuple, dans son seul et unique pays. Au cœur de ce texte qui met le feu aux poudres, la reconnaissance d'Israël comme un État national du peuple juif. Ce projet de loi contient également un autre point qui sème la discorde, la relégation de l'arabe de langue officielle de l'État à une langue au statut particulier. Enfin, troisième point qui a entraîné de vives contestations, le droit hébraïque serait considéré comme source d'inspiration pour la législation. Les instigateurs de ce projet se sont tout de même engagés à soutenir une version plus équilibrée du texte qui sera soumise au Parlement israélien. Toutefois, il provoque une vive opposition des députés et ministres du centre et de la gauche qui craignent que le texte ne porte atteinte à la démocratie en institutionnalisant la discrimination à l'encontre des Arabes israéliens. Mais surtout, ce projet accroît l'instabilité de la coalition gouvernementale. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, a accusé Benyamin Netanyahou de se servir de son opposition et celle du ministre des Finances Yair Lapid comme prétexte pour les exclure de la coalition. La perspective d'élections anticipées se faisant de plus en plus pressante, Benyamin Netanyahou est accusé de part et d'autre de se servir de cette loi pour reconquérir un électorat de droite qui lui a échappé ces derniers temps. Voilà un mot sur ce débat qui fait rage donc en ce moment au Parlement israélien. Selon vous, est-ce que c'est contradictoire d'avoir un État juif et démocratique? Est-ce que c'est deux notions qui ne peuvent pas cohabiter ensemble dans la même définition? J'ai écrit un livre entier sur ce sujet. Je le sais.
écoutez, qu'est-ce que nous montre l'histoire de la démocratie? Qu'elle ne s'est développée que dans le cadre d'États-nations. La France est un État-nation dont le français est la langue officielle, obligatoire, et jusqu'à récemment, puisque ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, dont le récit national allait depuis la conversion de Clovis jusqu'au général de Gaulle. C'est ce que j'ai appris à l'école dans le cours d'histoire. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle version de la démocratie qui est moins fondée sur les droits des citoyens que sur les droits de l'homme. Et donc dans laquelle l'identité collective reculerait d'une certaine façon. Alors le problème est ouvert aussi dans l'Union européenne, où l'unification a fait que les identités nationales se sont retrouvées marginalisées. Au même moment, vous avez une poussée vers la droite, vers l'extrême droite, dans la mesure où les Français, par exemple, se sentent abandonnés par leur État dans cet espace européen. Donc la question de l'identité collective est importante. Pour ce qui est d'Israël, la définition que le sionisme a donnée de juif est une définition nationale, si vous voulez. Donc il y a un État-nation qui s'appelle la République, mais qui n'est pas français dans le sens que l'on connaît, mais dont manifestement la francité et le caractère. Eh bien, ce serait tout à fait normal qu'il y ait un État-nation juif, mais juif dans le sens de la référence identitaire, nationale, culturelle, linguistique. Alors le Proche-Orient est une région qui n'a pas connu l'État-nation, dans lequel il est arrivé très tard. Il n'y a pas eu de fusion des populations, de massification des populations comme en Europe. C'est vrai qu'il y a des cas spécifiques au Proche-Orient. Personnellement, je pense que aujourd'hui, ce qui est en jeu aussi, parce que c'est un enjeu palestinien, c'est cette reconnaissance de l'existence d'un État juif. Si vous voyez par exemple le projet de constitution palestinienne, qu'est-ce qu'on y voit? Que la Palestine sera un État arabe, dont l'islam sera la religion officielle, les droits des monothéistes étant observés, étant reconnus, respectés, et dont la charia est la source d'interprétation de la loi. Est-ce que c'est une raison pour faire pareil? Non, ce n'est pas une raison pour faire pareil. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir en quoi y a-t-il besoin d'une telle loi en Israël, puisque ça devrait être l'évidence. Exactement, ça devrait être l'évidence, justement. Et on se demande, dans ce contexte actuel extrêmement houleux entre Jérusalem, tout ce qui s'est passé, la vague d'attentats, le cycle de violence, pourquoi avoir eu besoin de mettre l'emphase sur le caractère juif de l'État d'Israël qui peut paraître, en tout cas on a entendu des représentants de la communauté arabe, excluante envers les minorités, que ce soit les Arabes ou les Druzes? Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la confusion des concepts et des mots. Quand on parle d'État juif, ça me choque toujours un petit peu. Je suis toujours choqué, d'ailleurs, quand je lis dans Le Monde l'État hébreu. Je ne vois pas en quoi un État est juif ou hébreu. Il y a un État, c'est un instrument, et il y a un État des Juifs, un État dans lequel vivent des Juifs, et c'est cet État qu'on doit renforcer de façon démocratique et renforcer sa population, sa nation. Maintenant, il y a encore un parallèle qui est assez surprenant, et peut-être de là vient la problématique au sein du gouvernement, c'est que, comme en France, Benjamin Netanyahou parle de renforcer le caractère juif de l'État d'Israël, mais d'accorder tous les droits à ses citoyens, c'est-à-dire qu'il traite la minorité arabe israélienne comme les Français avaient traité les Juifs, c'est-à-dire tout en tant qu'individu et rien en tant que nation. Et là, il y a un débat très fort qui se poursuit parce que apparemment les Arabes israéliens ne voient pas les choses de cette façon. Alors donc il faut faire très attention à la confusion sur les mots. Parler d'État juif, c'est peut-être un raccourci. Je pense qu'il faut parler de l'État des Juifs et peut-être en créant une vraie démocratie, une réelle démocratie, je veux dire, on sera à la lumière des nations, on sera un État qui peut-être pourrait servir d'exemple à nos voisins qui sont loin de cette situation démocratique. Alors, vous parlez de cette minorité arabe israélienne, mais il y a une autre minorité pas moins importante, ce sont les Druzes. Les Druzes qui s'inquiètent de cette nouvelle loi. Il y a eu d'ailleurs des déclarations du leader de la communauté Rafik Halabi qui hier s'est exprimé et a exprimé son inquiétude face à cette loi, puisqu'on le sait, les Druzes sont depuis des années intégrés en Israël et qu'ils partagent les valeurs des Israéliens. Et aujourd'hui, on veut voter une loi qui les exclurait d'une quelque façon, en tout cas selon
selon le leader de cette communauté, de la définition de la nation israélienne. En tant qu'Arabe israélien, mais alors vous voyez toujours la confusion, c'est-à-dire que les Druzes sont perçus par les autorités comme un secteur, comme un groupe à part entière, et ils bénéficient de certaines mesures qui ne concernent que les Druzes. Là encore, il y a une confusion. Je veux dire, on ne dit pas les Druzes israéliens. On dit le secteur druze en Israël. Il y a toujours ce va-et-vient entre l'individu et l'appartenance à sa minorité, qui est peut-être la source de confusion et le fait que ce débat finalement tourne en rond, qu'on n'arrive pas très bien à sortir de la problématique. Vous ne trouvez pas justement que cette nouvelle loi peut mettre en danger l'aspect démocratique justement de l'État d'Israël? On retrouve la division sur ce qu'est la démocratie. Parce que justement, dans les démocraties, il y a toujours eu une identité nationale référentielle. Les Juifs se sont alignés sur cette exigence. Et c'est ce qui a fait leur entrée dans la citoyenneté. Aujourd'hui, on est dans un autre temps de l'histoire, effectivement, on se demande... Mais il y a un conflit, la solution n'est pas encore trouvée. D'un côté, vous définissez en fait une démocratie fondée sur les droits de l'homme, ailleurs on la définit fondée sur les droits des citoyens. Et c'est cette conflictualité qui n'est pas résolue, mais qui est le propre, il faut le savoir, de tous les régimes démocratiques. C'est le problème central en Europe. Est-ce que l'État-nation français existe toujours? Est-ce que son identité nationale est légitime? Est-ce qu'elle doit se recroqueviller pour faire la place à des immigrations qui viennent d'ailleurs de pays où le respect de l'autre n'est pas du tout à l'œuvre? Il n'y a que l'Europe comme modèle d'État-nation. On ne peut pas essayer de trouver justement, de s'inspirer d'autres pays ou même de trouver son propre modèle pour créer un État démocratique et juif qui ne s'inspire pas peut-être des modèles européens. C'est possible de faire ça, vous pensez? Ça demande une créativité théorique et philosophique très importante. Mais je crois que c'est la question du XXIe siècle posée à la démocratie. Merci beaucoup, Shmuel Trigano, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Maurice Ifergan. Je rappelle que vous allez faire l'ouverture de cette conférence, de ce colloque, à l'occasion du jour du souvenir des réfugiés des pays arabes et d'Iran. Ce sera demain. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, pardon, c'est tout à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, vous ferez le discours d'ouverture. Je rappelle votre livre également, L'Hébreu, une philosophie vers une nouvelle pensée juive aux éditions Hermann. Voilà, Shmuel Trigano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À suivre, on parlera du retour de la délégation iranienne, de retour de Vienne. Échec ou victoire, ce sera avec Mathias Inbar, juste après un court journal. À tout de suite. De retour sur le plateau du Morning, il est 8h42 à Tel Aviv. Merci à vous d'être toujours avec nous sur i24 News. On accueille ce matin Ali Waqued, bonjour. Vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe. Et Mathias Inbar, notre reporter i24 News, qui nous revient de Vienne où ont eu lieu les négociations donc, entre les 5 puissances et l'Iran. Des négociations qui ont été prolongées de 7 mois. Alors, les politologues semblent divisés sur cette question. Certains parlent de victoire, d'autres parlent d'échec. Comment les Iraniens ont été accueillis d'abord quand ils sont rentrés en Iran? Comment la délégation iranienne a-t-elle été accueillie? Est-ce que c'est un échec ou une victoire? Il y a deux clans dans la presse du régime iranienne, celle qui est conservatrice et celle qui est modérée. Il y a Presse TV et IRNA. Presse TV est plus modérée, plus à l'écoute de ce que peut dire Hassan Rouhani et Jawad Zarif, qui est son ministre des Affaires étrangères. Le message a été relayé. En revanche, en ce qui concerne IRNA, c'est-à-dire la presse plus conservatrice, celle dont le journaliste a posé la question d'ailleurs à John Kerry, je vous en ai parlé sur le plateau, celle qui était plutôt, qui a invectivé le secrétaire d'État. D'ailleurs, le secrétaire d'État qui a été plutôt surpris de la question en lui disant « Vous dites que l'Iran a fait des efforts et pourquoi ?» Et sur un ton presque incisif, « Pourquoi vous ne levez pas les sanctions immédiatement ?» La réponse a été tout aussi incisive de la part de John Kerry. « Quand l'Iran fera tout ce qui est nécessaire, alors nous lèverons les sanctions. » Bref, il y a véritablement deux poids à l'intérieur du régime et d'ailleurs deux poids, deux mesures, parce que lorsque les Iraniens sont rentrés, Jawad Zarif
avait le sourire, même s'il était venu chercher une levée des sanctions. En revanche, ce qu'il attendait, c'était surtout Ali Khamenei, le guide suprême, et le ministre de la Défense, qui sont deux. Alors le guide suprême, inutile de le dire qu'il est conservateur. Le ministre de la Défense, lui, est tout aussi conservateur. Il a dit que l'Occident ne souhaitait pas un accord, et c'est la raison pour laquelle il a tout fait pour continuer les négociations. Ali Khamenei, le guide suprême, a parlé du grand Satan qui n'a pas réussi à mettre l'Iran à genoux. Donc voilà la manière dont les Iraniens ont été accueillis. Mais pourtant, les négociations vont tout de même se poursuivre, hein, puisqu'on parle de 7 mois au cours desquels les discussions se poursuivront entre des officiels et des diplomates iraniens et européens et américains. Alors j'aimerais qu'on parle de cette rallonge financière, hein, dont vous nous avez parlé quand vous étiez sur place. Pendant cette période de report des négociations, l'Iran recevrait chaque mois 700 millions de dollars depuis les actifs gelés. On a tous été surpris et tous été presque bernés, si je dois dire, parce que tous les journalistes ont commencé à répéter exactement la même somme de 700 millions de dollars. Sauf qu'il suffisait de s'arrêter juste 10 minutes pour comprendre, et je vous l'ai annoncé le matin même d'ailleurs, l'Iran avait touché déjà depuis 24 novembre 2013 7 milliards de dollars. Faites le calcul, 24 novembre 2013, 24 novembre 2014, 7 milliards de dollars, 7 milliards divisé par 10, ça fait 700 millions. Donc finalement, il n'y avait pas eu de rallonge. Tout simplement, c'était les mêmes avoirs gelés qui étaient déjà en qui avaient été dégelés, qui continueront d'être dégelés. Tout simplement, l'Iran a juste reçu l'autorisation de continuer à percevoir cette somme. Le million de barils bruts va toujours être 1 million de barils bruts, ce qui n'est pas nécessaire, parce que le prix du baril est à 80 $ actuellement. Or, l'économie iranienne est basée sur une exportation du baril à 130. Les regards sont dirigés vers l'Arabie Saoudite parce que, soi-disant, enfin, c'est un jugement de valeur. Selon l'Iran, en tout cas, l'Arabie Saoudite est responsable de la baisse du cours de baril de pétrole. Voilà. Je veux signaler un point, c'est que ces 700 millions de dollars, c'est vrai qu'ils sont là depuis novembre 2013, mais tout le monde attendait à ce que la communauté internationale, l'Occident, si jamais les négociations rentrent dans l'impasse, qu'ils soient arrêtés pour faire de la pression sur les Iraniens. Or, les Iraniens ici n'ont pas flexibilisé leur position, et l'Occident, en contrepartie, a accepté de continuer à payer ou à geler ces 700, à laisser payer à l'Iran ces 700 millions de dollars qui sont une aide très importante. Mais c'est vrai, avec la guerre qui se passe au fond sur les prix du pétrole et le fait que l'Arabie Saoudite est en train d'inonder les marchés par du pétrole à bon prix, et ce qui fait que les Iraniens, la rentabilité des Iraniens du pétrole est moins significative qu'ils l'attendaient, n'empêche 700 millions de dollars. S'ils continuent, ça peut être une aide, pas la plus importante au monde, mais une aide assez importante pour l'économie iranienne qui souffre de l'asphyxie. Pour leur permettre de respirer jusqu'aux prochaines négociations et peut-être jusqu'à une levée plus importante des sanctions. Maintenant, quand on parle pour laisser l'économie iranienne respirer, vous savez, les Iraniens investissent plus de 700 millions de dollars sur l'aide aux Syrie, sur l'aide aux Yéménites, au Hezbollah, etc. Donc ça ne va pas directement se refléter dans les caisses et dans les comptes des Iraniens à la rue. C'est important la remarque que fait Ali. C'est exactement la remarque contraire qu'ont répété à n'en plus finir l'opposition de la télévision d'opposition au régime iranien, notamment basée à Londres. Et c'était assez impressionnant d'ailleurs. Il y avait une colonne de journalistes iraniens du régime, une colonne d'opposants, et les deux journalistes en tout cas parlaient au même moment. L'un était contre le régime, l'un était pour le régime, et les opposants au régime, les journalistes opposants au régime disaient justement que l'Iran n'avait qu'à être responsable, et était son propre responsable de l'économie, parce que tout l'argent qui était censé être réinjecté dans les affaires sociales partait au financement notamment de Hezbollah. Ils se parlaient entre eux, ces deux équipes. Ils se parlaient très peu, en tout cas des regards étaient jetés l'un à l'autre. On va en reparler dans un instant, mais au cœur de cet accord nucléaire, vous l'aurez compris, il y a le problème du rythme de la levée des sanctions. Depuis la révolution de 79, les États-Unis et l'Europe ont multiplié les mesures de rétorsion contre la République islamique. Alors quels ont été les impacts de ces sanctions sur la volonté iranienne de poursuivre son programme nucléaire? Élément de réponse en images.
Dans les allées de Téhéran, la plupart des commerçants estiment que la situation économique s'est améliorée ces derniers mois. Il y a un an, l'accord intérimaire de Genève a offert une bouffée d'oxygène à l'économie iranienne, avec notamment le déblocage de 4,2 milliards de dollars d'avoirs qui avaient été gelés au titre de sanctions internationales. Dans ce contexte, les habitants attendent beaucoup de la rencontre des 5+1 à Vienne. Nous sommes optimistes, mais les gouvernements occidentaux n'ont jamais tenu leurs engagements durant les 35 dernières années. Mais nous espérons que pendant ces négociations, le gouvernement américain fasse quelques compromis. Car pour l'instant, la situation de l'Iran vis-à-vis de l'extérieur est celle d'une dépendance à ses exportations de pétrole et d'un handicap provoqué par les sanctions internationales. L'économie de l'Iran reste largement dominée par le secteur public qui en contrôle près de 80%. Le secteur privé est donc relativement limité. L'économie est très dépendante des revenus pétroliers qui représentaient en 2013 près de 80% des recettes de l'État. Une bouée de sauvetage pour un pays à l'économie administrée et inefficace. Et pour cet expert, la situation ne risque pas de s'arranger pour l'instant. Je ne pense pas qu'un accord allégerait rapidement et de façon significative les sanctions, car les États-Unis, et c'est l'un des points de friction des négociations, veulent que la levée des sanctions soit liée à un ensemble d'actions menées par l'Iran. Désormais, le secteur public n'a plus les ressources pour créer les emplois nécessaires pour réduire le taux de chômage de 15%. L'autre problème majeur du pays reste l'inflation qui n'est plus maîtrisée avec des prix des biens de consommation en forte hausse. La levée des sanctions en cas d'accord sur le nucléaire aurait naturellement des effets positifs sur l'économie iranienne. Le marché immense que représente ce pays de près de 80 millions d'habitants suscite déjà bien des appétits. L'Iran a déjà préparé de nouveaux types de contrats pour attirer les investisseurs étrangers, notamment les groupes pétroliers. Les constructeurs aériens se frotteraient les mains dans un pays à la flotte vieillissante. Même perspective dans l'automobile ou le secteur bancaire, actuellement bridé par les sanctions internationales. Voilà, alors au cours des derniers pourparlers, il semblerait qu'il y ait deux camps qui soient distingués. Le camp des 5 puissances plutôt contre une levée des sanctions et celui de la Chine et de la Russie qui avait une certaine duplicité. Vous pouvez nous expliquer la position de la Chine et de la Russie? C'est surtout Sergueï Lavrov et Zhang Yi, qui sont les ministres des Affaires étrangères respectivement russes et chinois, qui sont arrivés au dernier moment. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont arrivés au dernier moment. Juste avant, il y avait eu une série de rencontres intensives entre John Kerry et Jawad Zarif. Ce qui s'est passé, c'est que Zhang Yi et Sergueï Lavrov sont venus avec une nouvelle proposition, surtout le chinois, de prolongation. C'est lui qui a mis sur la table cette proposition de prolongation des négociations. Pourquoi? C'est le chinois ou le russe? Le chinois, Zhang Yi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pourquoi eux, les Russes et les Chinois, sont intéressés? Parce qu'il y a une certaine de no man's land politique à l'intérieur de ces négociations, parce que eux profitent de cette situation. Les Russes, en attendant, ont signé le 11 novembre dernier la création de la construction de 2 centrales nucléaires. Les Russes sont accueillis économiquement à bras ouverts par les Iraniens, les Chinois également, pendant qu'il y a des sanctions. À l'époque, les Européens avaient une balance commerciale avec l'Iran de 4 à 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, les Chinois sont à 40 milliards d'euros. Donc, pourquoi ça intéresse les Russes et les Chinois de continuer à négocier? Parce que pendant ce temps, eux profitent de l'accueil favorable commercialement que leur octroient les Iraniens. Pendant ce temps, ni les Français ni les Américains n'arrivent à rattraper le retard économique parce qu'il y a des entreprises. Depuis la levée des sanctions, en tout cas depuis novembre 2013, il y a des Français d'ailleurs qui avaient envoyé ces entreprises. Mais ils n'y arrivent pas parce que justement politiquement ça ne suit pas. Et Laurent Fabius, il faut le savoir, est la bête noire des journalistes iraniens. Il est considéré comme celui qui freine toutes les discussions. Ali Waked, qu'est-ce que veut la population iranienne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle attend? La population iranienne attend un changement, mais elle ne veut pas voir, même ceux qui sont opposés au régime ne veulent pas voir la République islamique humiliée par l'Occident. La jeunesse iranienne est prête à sacrifier le projet glorifié du nucléaire iranien pour avoir une vie meilleure, pour voir le chômage, le taux de chômage baisser, mais à condition qu'il n'y a pas ici d'humiliation et que la dignité iranienne soit respectée. Et il faut
rappeler, Eleonore, que le projet nucléaire iranien a commencé avant la République islamique, avant la révolution islamique. C'est que les craintes de l'Occident par ceux qui peuvent utiliser, faire les ayatollahs ont poussé l'Occident, la communauté internationale vers ces sanctions. Mais cette jeunesse, cette opinion publique est prise en considération par les Occidentaux quand ils négocient avec l'Iran. Ils veulent garder cette flamme d'opposition au régime. Ils ne veulent pas voir et opposition et régime dans un même rang face à tout le monde. Une jeunesse qui n'a pas connu la rupture d'ailleurs entre le Shah et la révolution islamique. C'est en 76 si je ne me trompe. 79 la révolution islamique. C'est une jeunesse qui a été née à la révolution. C'est en 76 que le Shah a commencé à demander aux États-Unis et surtout à François Mitterrand, juste un peu avant, juste à ce qu'il ait monté au pouvoir, de construire aux Irak. Donc c'est une jeunesse qui n'a pas connu ce passage entre le Shah et la République islamique. Alors on va parler d'un autre sujet qui inquiète également la communauté internationale, c'est bien sûr la Syrie. L'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le sort des réfugiés syriens. 12 millions d'entre eux auraient besoin d'une aide humanitaire d'urgence aujourd'hui, alors que les combats continuent de faire rage. Bilan 95 morts, le dernier bilan. Léa Berdugo. Ce sont les raids les plus meurtriers jamais menés contre Raqqa, fief de l'État islamique. L'aviation syrienne a tué dans ses frappes près de 100 personnes, dont au moins 50 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les rues sont ensanglantés, les corps gisent sur le sol. Cette vidéo, diffusée sur Internet, provient d'une chaîne proche de l'organisation de l'État islamique. Selon un haut responsable sécuritaire à Damas, l'aviation du régime a frappé des positions du groupe extrémiste sunnite qui contrôle de vastes régions en Syrie et en Irak. Raqqa et ses alentours ont aussi été pris pour cible par des avions de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Des frappes menées pour venir en aide aux rebelles combattant le régime. Le pouvoir syrien et la coalition ont précisé qu'il n'y avait aucune coordination entre eux. La Syrie est ravagée par un conflit qui dure depuis mars 2011. Selon l'ONU, 7 600 000 personnes ont été déplacées, plus de 3 millions réfugiés, plus de 12 millions de Syriens nécessitent actuellement une aide d'urgence. Alors une question à vous, Ali Waked. On ne peut pas encore parler de victoire, mais il semblerait que la campagne de frappes aériennes occidentales de la coalition internationale contre Daesh commence légèrement à porter ses fruits. D'un côté, de l'autre côté, on voit des contre-attaques menées par Daesh, par l'État islamique dans certaines régions, et en Syrie et en Irak, dans la ville de Moussoul et sur le barrage de Moussoul, il y a une confrontation très dure entre l'État islamique qui est décidé de récupérer à nouveau le barrage et entre l'armée irakienne. On voit des fruits, on voit quelques réussites locales, mais on ne peut pas parler d'un momentum qui est créé en faveur de la communauté internationale contre l'État islamique. Ce n'est pas un changement d'équilibre total et absolu dans l'équilibre de force entre la communauté internationale et l'État islamique, parce que c'est loin des médias, mais en Syrie et en Irak, l'État islamique réussit à récupérer quelques villages et villes qu'il a perdus à l'armée irakienne et à l'armée syrienne. Il y a des batailles autour de Damas et autour de Aleppo, Eleonore. Donc c'est vrai qu'on voit des dégâts à l'État islamique, mais tant que l'État islamique continue à vendre du pétrole et tant que la Turquie joue ce double jeu qu'elle est en train de jouer et que les finances continuent à être versées aux caisses de l'État islamique qui a utilisé des missiles anti-avions récemment, on ne peut pas parler d'un changement dramatique dans l'équilibre de force. Donc on peut s'attendre à ce que Daesh reprenne le contrôle, l'État islamique reprenne le contrôle et une fois de plus la coalition internationale finalement se retrouve perdue. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ali Waked. Merci Mathias Inbar d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parlera de l'affaire Ly Zitouni. Le verdict est attendu aujourd'hui, vous le savez, à midi, heure française, en France. Et l'affaire passionne les médias, aussi bien français qu'israéliens. On en reparle dans quelques minutes. Mais d'abord, un journal. À tout de suite. De
retour sur le plateau du Morning. Affaire Ly Zitouni. À présent, Éric Roby, 40 ans, et Claude Caillatte, 35 ans, doivent comparaître dans quelques heures au tribunal correctionnel de Paris. Le premier répond d'homicide involontaire, de délit de fuite et de non-assistance à personne en péril. Maurice Fergan, bonjour. On va revenir avec vous sur les faits d'abord. Oui, écoutez, toute cette histoire commence le 16 septembre 2011. Une jeune prof de gym et d'aérobic, Ly Zitouni, 25 ans, se rendait à son travail à Tel Aviv vers 6 h du matin, et lorsqu'elle est renversée par une voiture, un 4x4 noir, et les deux passagers du 4x4 ont pris la fuite et l'ont laissée sur la chaussée. Elle était renversée par écrasée par une autre voiture. Voilà. Alors on sait à présent que les deux passagers étaient effectivement Éric Roby et Claude Caillatte. Ils ont pris la fuite, ils se sont immédiatement rendus à leur domicile, ont camouflé la voiture dans le parking de la maison, sont montés, ramassé quelques affaires, ont pris leurs femmes et leurs enfants et ont filé vers l'aéroport Ben Gurion pour prendre la fuite en France. Pour rentrer à Paris, Éric Roby et Claude Caillatte sont des ressortissants français qui étaient en Israël. Alors on sait que juste avant l'accident, ils étaient à Netanya dans l'après-midi pour négocier avec un chef de la mafia locale à Boutboul une dette qu'ils avaient contractée envers lui, et la discussion a dû durer assez longtemps. À la fin de la discussion, on ne sait pas si ça a été réglé. Ils ont quitté le domicile du mafieux à Netanya pour retourner à Tel Aviv. En chemin, deux personnages déjà assez sombres, impliqués dans des affaires pas voilà. très nettes. En chemin, ils se sont arrêtés dans une boîte de nuit qui était fermée du reste. Ils ont payé le propriétaire de la boîte pour qu'il ouvre rien que pour eux. Ils ont demandé qu'on leur présente un spectacle de striptease. Et là, apparemment, ils ont bu copieusement. Et certains disent qu'ils ont dû absorber des substances beaucoup plus dures. Alors, vers 5h30, ils quittent cette boîte de nuit et commencent à rouler une course folle et effrénée vers Tel Aviv. Au centre-ville, ils roulent à plus de 100 à l'heure dans les rues de la Cité Blanche. La police est alertée par des résidents qui disent qu'il y a une voiture comme ça, 4x4, qui fait la folie dans les rues de Tel Aviv. Une estafette de la police est envoyée pour repérer un peu ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à localiser le véhicule. Et finalement, à 6h30, Roby et Caillatte renversent Ly Zitouni qui traversait un passage clouté dans le centre de la ville. Elle est percutée tellement violemment, la voiture roulait à peu près à 100, un peu plus de 100 à l'heure. Elle est percutée tellement fort qu'elle est projetée sur la voie, la contre-allée, et là est renversée par une autre voiture qui venait en sens inverse. Elle est morte sur le coup. Alors, cette affaire a provoqué un énorme émoi en Israël. Ça a commencé par un fait divers et ça s'est à peu près compliqué. Alors, un des deux suspects, Claude Caillatte, avait menti en revendiquant la responsabilité de l'accident, d'après le réalisateur d'une enquête qui avait été diffusée en janvier 2012 sur la chaîne 2 israélienne, dans le cas du très respecté magazine Ouvda. On écoute tout de suite un extrait de cette émission. J'ai tout de suite freiné après le choc, et je suis descendu de ma voiture, il n'y avait rien. Mais tu sais pourquoi il n'y avait rien? Moi aujourd'hui je le sais, hier je ne sais pas pourquoi il n'y avait rien. Parce que la petite dans le choc, elle n'est pas restée sur la voie, elle est passée de l'autre côté de la voie. Il est en panique, c'est sa voiture, il hurle. Mais quand je te dis il hurle, c'est pas il hurle comme je te parle, il est dans mes oreilles, il hurle. Amène-moi chez moi, mes enfants. Ok, je l'amène chez lui, il rentre. Tout de suite, on dit ce qu'on a fait. Tout de suite, on ne réfléchit pas. On ne sait pas ce qu'on a fait. On sait qu'on a renversé quelqu'un. On ne sait pas quoi. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une vieille, si c'est un jeune. On ne sait pas si c'est une juif, c'est un... On ne sait pas. On ne sait même pas si c'est un être humain. Il dit à sa femme et ses enfants, on a niqué notre vie, on n'habite plus en Israël. Il m'accélère trop vite. Sa femme, elle se met à pleurer. Les enfants, ils se mettent à pleurer. Il y avait un beau-frère à nous qui ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon copain, il me dit, je peux pas. Ça va m'ruiner ma vie, je m'en vais. Ménage. Voilà, je précise que ces images ont été filmées en caméra cachée. Alors, suite à cet accident, quelles ont été les procédures entamées? Écoutez, il faut dire que tout est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement percuté Ly Zitouni. Ils disent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ont percuté, mais pour ceux qui ont vu la voiture, il était évident qu'ils ont percuté assez violemment quelque chose. C'est vrai qu'elle a été projetée donc sur la voie inverse et qu'elle a été... C'est difficile de le rater, on imagine mal quelqu'un ne pas voir. On ne comprend pas pourquoi ils ne se sont pas arrêtés pour aller vérifier. Vous regardez, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, on peut comprendre la panique, mais au moins on s'arrête et on porte assistance à une personne en danger. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Tout de suite, la police israélienne a dû identifier
le corps. Ça a pris un peu de temps. Ça a laissé quelques heures à Robic et Kayat pour s'enfuir en France. Et là, lorsqu'on s'est rendu compte, on s'est rendu à leur domicile, on a retrouvé la voiture, ça a pris aussi du temps. Les autorités israéliennes ont commencé à se demander ce qu'il fallait faire. Ils ont constaté que les deux suspects ont pris la fuite. Et donc, une procédure a été engagée pour demander une extradition à la France. Le problème est que la France, depuis 2004, n'extrade pas ses ressortissants vers un pays qui n'appartient pas à la communauté européenne. Donc, on a mis beaucoup de temps. Finalement, je crois que c'est vers début 2012, l'ambassadeur d'Israël, de France en Israël, s'est rendu à la Knesset, devant la commission des affaires d'Alia et d'intégration, pour expliquer le cas, pour dire, écoutez, il n'y a pratiquement aucune chance que la France accepte une extradition, et il a fait comprendre aux autorités qu'il fallait envisager d'autres procédures. Et la procédure envisagée, c'était une plainte déposée auprès des autorités françaises par la famille. Alors, cette plainte a été reçue. Les autorités françaises, en juin 2012, ont ouvert une procédure. Les deux hommes ont fini par avouer qu'ils étaient effectivement dans le véhicule et que c'est eux qui ont percuté Lizzie Touni. Contrairement à ce que Claude Kayat a affirmé, il n'était pas au volant, il était le passager, et c'était Éric Robic qui conduisait la voiture. Alors, il y a eu donc une inculpation d'Éric Robic, vous l'avez dit, pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, et Kayat, lui, a été inculpé pour infraction au code de la route. Vous voyez, quelque chose comme ça, pas très grave. Alors, les explications des deux individus, c'est que finalement, ils ont pris la fuite parce qu'ils estimaient que la justice israélienne aurait été trop sévère avec eux. Et donc, c'est la raison invoquée pour cette fuite. Alors maintenant, à partir de juillet 2012, il y a une enquête qui a été ouverte. Les deux hommes ont été mis placés en surveillance judiciaire. Ça ne les a pas empêchés de se livrer à d'autres délits. On parle d'escroquerie à la vente de voitures, mais aussi d'excès de vitesse. Ils ont été arrêtés sur une autoroute en France à 156 km/h. Ils ont payé l'amende et ils sont partis immédiatement. Ça n'a pas aggravé leur dossier. Alors aujourd'hui, ils passent en justice. Le procès est ouvert. On attend de savoir ce qui va se passer. Il faut dire que Robic pourrait être condamné à 10 à 14 ans de prison avec une peine une amende de 150 000 euros. Kayat, à peu près la moitié, 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Merci beaucoup, Maurizio Fergan. On va donc bien sûr suivre ce verdict dès demain. Je pense que je voulais juste rajouter qu'il y a deux questions qui se posent. À part les interventions politiques, on a vu Carla Bruni qui est intervenue, Nicolas Sarkozy qui est intervenu, il y a deux points qui n'ont pas été résolus. Pourquoi le procureur israélien n'a jamais voulu estimer quelle est la peine qu'encouraient les deux suspects? C'est une question qu'on n'a pas résolue. Il n'a jamais voulu se prononcer. Donc les Robic et Kayat continuent à dire ils ont simplement fui une justice qui leur paraissait sévère. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, c'est on sait que les deux individus avaient des relations avec Aboud Bol, qui a été d'ailleurs lui-même tué en juillet 2011 dans le cadre des règlements de compte de la mafia. Ils avaient des relations avec la mafia. La justice française n'a jamais voulu se dessaisir du dossier, pas parce qu'il n'y a pas d'extradition possible, mais par crainte que la justice israélienne ne profite de ce procès pour inculper les deux dans des affaires liées à la mafia et peut-être remonter des réseaux et inculper la famille Aboud Bol dans d'autres affaires. Donc la police française ne voulait pas aggraver leur cas. Alors, une dernière question peut-être sur le battage médiatique qui est lié autour de cette affaire, parce que c'est une affaire qui a quand même suscité énormément de passion, et en France et en Israël. Bien sûr, en Israël, la famille et le fiancé de Lizzie Touni ont créé un comité de soutien. Ils sont intervenus à peu près partout à la Knesset. Ils sont allés jusqu'en France pour alerter les autorités. Le CRIF s'est mêlé de cette affaire, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ça a fait beaucoup de bruit. Ce qui était un fait divers est devenu un fait politique, au point que la femme de l'ex-président, Carla Bruni, a écrit une lettre publique à la famille Zitouni, d'abord pour s'excuser au nom de la France et leur présenter ses condoléances, et surtout affirmer que la France fera tout pour mettre ces deux individus en prison. Merci beaucoup, Maurizio Fergan. On va passer maintenant à nos 5 clics, 5 infos avec vous, Betsabé Salem. Bonjour. Bonjour, Eliana. On commence avec ces émeutes
à Ferguson, oui, aux tout à fait. Des manifestations qui sont devenues relativement calmes ces 12 dernières heures à Ferguson, d'ailleurs dans le reste des États-Unis aussi. Regardez le St. Louis Post-Dispatch, des chansons sous la neige. Voilà un peu l'impression que donnent à présent ces rassemblements, plutôt moins étoffés d'ailleurs qu'avant. De quoi alimenter quand même la couleur. Cette vidéo qui est postée notamment en une du site du Washington Post, et pas seulement. Ça se passe à Cleveland. Vous allez voir, un policier blanc tire sur un jeune noir âgé de 12 ans qui joue avec un pistolet factice. Le policier aurait tiré quelques secondes seulement après être arrivé près du jeune garçon. Une histoire qui émeut bien sûr le pays quelques jours après cette histoire, ces événements de Ferguson. Et puis cette lettre, dans les pages opinion du New York Times, quand je raconte à mon fils, une maman doit répondre à son petit garçon noir âgé de 10 ans qui lui demande « Maman dit, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'il y aura un procès quand même ?» en parlant du policier Wilson. Alors d'abord elle ment en affirmant qu'il n'a rien à craindre, tandis qu'il lui raconte que lui, il aime bien la police, que quand il descend dans la rue, il aime bien leur faire coucou de la main. Et puis elle a mauvaise conscience, elle est en colère et alors elle lui dit la vérité. Alors le petit garçon oublie ses copains, les policiers, et il dit que oui, il faut se révolter. Et il dit surtout, il ne faut plus jamais que ça arrive. Bien entendu. Allez, direction la République démocratique du Congo, où un gynécologue dénonce le viol à grande échelle. Alors, on en a beaucoup entendu parler. Déjà, ce gynécologue, c'est le fameux docteur Denis Mukwege. Il a reçu hier le prix Sakharov à Strasbourg. Après avoir étudié en France, à Angers, il a décidé de rentrer dans son pays natal, en RDC. C'était il y a 15 ans. Et depuis, il soigne les victimes de viols et de mutilations. Alors, il raconte l'horreur dans Libération. Lui qui pensait sauver des femmes d'une mort en couche, eh bien, il a découvert des vagins lacérés au couteau, brûlés, emplis de bris de verre, des fillettes violées avant même l'âge de marcher, des femmes violées et mutilées devant leurs enfants, leurs maris et leurs frères, sans compter bien sûr le risque d'attraper le sida. Alors Denis Mukwege explique qu'au-delà de l'horreur de ces scènes qu'il contemple, eh bien, il y a la stratégie. Le viol est utilisé, dit-il, comme une arme de guerre. Ces femmes qui sont déjà traumatisées, eh bien, ne pourront soit plus avoir d'enfants, soit peut-être elles vont vouloir le rejeter. Et alors, ces enfants risquent de tomber dans la violence. Ce sont, dit-il, des bombes à retardement. Allez, il est question maintenant d'une femme, c'est celle du Premier ministre indien, l'épouse du Premier ministre indien. Tout à fait, Yashodhaben, qui fait parler d'elle en ce moment dans les médias. Alors, ils sont mariés avec Narendra depuis 45 ans. Ils avaient été forcés par leurs parents, ils n'ont jamais vécu ensemble. Sauf que le Premier ministre indien n'a jamais voulu divorcer, ça ne se fait pas trop en Inde. Alors, elle est une première femme, une première dame, pas comme les autres, nous dit RFI. Elle est institutrice à la retraite et elle a toujours vécu chichement dans une petite chambre sans eau courante, sans toilette. Elle fait elle-même le ménage. Or, depuis que Narendra Modi est au pouvoir, eh bien, elle est une cible potentielle et elle a peur pour sa sécurité parce qu'en fait, les 5 policiers qui sont en permanence à côté de chez elle, eh bien, l'effraient plus qu'autre chose. Alors, elle a publié une lettre de 3 pages. Ça a été même repris par la BBC et elle rappelle d'ailleurs que Indira Gandhi, il y a 30 ans, l'ex-première ministre indienne, a été assassinée par ses propres gardes du corps. Et puis bon, au passage, elle commande que puisqu'ils la suivent sans arrêt à la trace en voiture alors qu'elle est à pied ou en bus, alors autant au moins qu'elle puisse profiter de ce petit confort. Allez, on se rend en Suisse et vous nous parlez d'animaux. Oui, c'est Newsweek qui donne de la voix aux associations suisses de protection des animaux et pour cause, l'hebdomadaire américain publie un article sur cette pratique helvétique, la consommation de chats et de chiens. Alors pas seulement à Noël, de préciser Newsweek, même que si quelques recettes tournent à base de chats. Voilà, donc ça fait partie des chiens qui peuvent se manger. C'est donc ce que nous explique Newsweek. Et c'est donc... On mange donc des Saint-Bernard. Alors, c'est pas précisé quelle race de chien on mange. Et alors, c'est un véritable phénomène qui persiste puisque 3% de la population helvétique pratique cette consommation des chats et des chiens et 80% d'entre eux sont des fermiers. Voilà, bon appétit, oui, exactement. Allez, un dernier clic un peu plus rafraîchissant. Vous nous parlez de produits de beauté. Oui, un clic qui s'adresse aux hommes, Maurice, ou aux femmes qui ne prêtent pas
Éléonore, le Guardian recommande aux hommes d'utiliser les produits de beauté des femmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils marchent beaucoup mieux. Comme ces rasoirs de filles sont plus larges, ils attrapent les poils même longs, ils irritent moins la peau. Apparemment, et vous l'avez testé pour nous? Non, puisqu'il faudrait un homme, il pourrait raser apparemment très bien le torse, Maurice. Alors, puisqu'on parle poil, direction les cheveux. Le gel pour les hommes laisse les cheveux rigides, ils ont l'air de personnages de bande dessinée. Eh bien, celui des filles est beaucoup plus léger et beaucoup plus malléable. Et puis enfin, je finirai sur ces déodorants proposés aux hommes qui sont censés, selon les pubs, les aider à conclure. Eh bien non, le message ne marche qu'avec les ados. En fait, ça sent la virginité, nous dit l'auteur de l'article, et en plus, ça masque l'odeur de l'aftershave. Donc, conseil, prenez un déo de fille. Voilà, prenez un déo de fille. Merci beaucoup, Bethsabée Salem. Merci, Maurice Fergan. Dans un instant, on parlera de ces ondes de Wi-Fi qui nous entourent et qui pourraient même être dangereuses. On en parlera d'ailleurs avec vous, Bethsabée Salem. C'est juste après le journal. La dernière partie de ce morning, nous sommes en compagnie de Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Éléonore. Et toujours de Bethsabée Salem. Bonjour, rebonjour Bethsabée. On va parler avec vous de la Wi-Fi qui nous entoure. Certains seraient plus sensibles que d'autres à ces ondes de Wi-Fi et de plus en plus de personnes se plaignent. Oui, exactement. On parle même d'hypersensibilité avec des symptômes, nausées, maux de tête, douleurs et attention, ça peut même aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire, voire la paralysie. Éléonore, le Daily Mail britannique s'est récemment penché sur le cas d'une femme britannique de 63 ans. Quand elle sort de chez elle, elle ressent une terrible douleur dans la bouche apparemment et du coup, elle doit porter un top spécial dans un matériau approprié pour se protéger des ondes Wi-Fi justement ou encore des ondes des téléphones portable. Alors, ce top, vous allez le voir tout de suite, c'est fait de polyamide, dérivé d'argent, un tissu de blindage et ça se trouve dans le commerce. Si ça vous intéresse, c'est unisexe, Rudy. Ça s'appelle Aronia Shield et c'est censé réfléchir et absorber les hautes fréquences. Or, eh bien, cette hypersensibilité dont cette femme se dit victime ou intolérance toucherait aujourd'hui en Grande-Bretagne 3 millions de personnes, sans compter que le Wi-Fi se propage, théâtre, restaurants, aéroports, cafés, bien sûr, lieux de travail, immeubles, etc. Et ces ondes ne viennent pas que du Wi-Fi. Attention, les ondes de Wi-Fi seraient même 100 fois moins fortes que celles d'un micro-ondes, sauf que le micro-ondes, il ne marche pas tout le temps, évidemment, mais aussi, on l'a dit, des téléphones portables. Certaines personnes seraient même sensibles, ça me trouble, aux écrans de télévision et même aux ampoules. Alors, est-ce que scientifiquement, il y a un lien qui a été prouvé entre ces ondes et cette hypersensibilité dont vous nous parlez? Ben justement, il y a une énorme controverse qui règne depuis plusieurs années dans les médias. Les symptômes sont reconnus par les scientifiques. On ne dit pas que ces personnes les inventent, mais il n'y a pas de preuve qu'ils soient la cause des ondes électromagnétiques, des Wi-Fi et autres technologies. Néanmoins, ces ondes, et ça on le sait, peuvent avoir certains effets sur le corps. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment des effets sur le cerveau. Certaines zones de concentration pourraient être apparemment affectées. Il semblerait donc qu'il y ait quand même une certaine zone d'ombre sur le sujet. Alors par précaution, sachez que plus un émetteur est loin, bien sûr, moins il est puissant. C'est beaucoup mieux d'avoir du Wi-Fi qu'un portable vissé à l'oreille, donc pensez au kit main libre. Cela dit, si un relais est très loin, eh bien votre portable va travailler beaucoup plus, il va être au sommet de sa puissance pour que vous captiez et donc finalement... C'est là le danger. D'ailleurs on dit que dans l'ascenseur, c'est là où c'est le plus dangereux d'utiliser son Alors portable. quand vous bougez, c'est le pire, l'ascenseur, le vélo, le bus, le métro, le train, puisqu'en fait le portable va chercher les antennes relais et ça va le mettre au fond de sa puissance. Voilà. Allez, on va vérifier tout ça avec Anne Perrin, directrice des recherches au CNRS et spécialiste des effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin par téléphone. Oui, bonjour. Bonjour, y a-t-il un réel danger à vivre dans un environnement d'ondes électromagnétiques qui ne cesse de se développer, il faut le dire? Alors, oui, j'ai vaguement entendu ce que vous disiez, comme je suis très loin, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de communication sans fil, mais bon, le niveau d'onde ambiant n'augmente pas dans les mêmes proportions que le nombre d'applications, je vous rassure. Et
Et en ce qui concerne les effets sur la santé, mais il y a une réglementation pour tous ces appareils, parce que là, on va parler de la gamme d'ondes, donc des radiofréquences, et on ne peut pas parler de danger à l'heure actuelle. Les études sont nombreuses, il y en a même des milliers, et leurs résultats sont analysés en fait régulièrement, d'ailleurs dans le monde entier, par des collèges d'experts qui sont mandatés par les autorités sanitaires ou par l'OMS, et qui vont analyser tout ça pour tirer l'état des connaissances, et les conclusions convergent de tous ces rapports, comme quoi ils n'ont pas observé d'effets nocifs, il n'y a pas d'effets nocifs démontrés, ni de pathologies qui soient observées, ni de mécanismes biologiques qui laissent suspecter le développement d'une maladie. Donc c'est ce qu'on appelle un risque non avéré en fait. Ce syndrome d'hypersensibilité dont Bethsabée nous parlait est quand même reconnu. Comment l'expliquez-vous et comment savoir si nous-mêmes sommes peut-être atteints? Alors, ce syndrome d'hypersensibilité, alors il est reconnu effectivement si vous allez sur le site de l'OMS, et d'ailleurs je recommande vraiment dans ces sujets-là d'aller sur le site de l'OMS ou des autorités sanitaires des pays, et non pas sur toutes sortes de choses, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les ondes électromagnétiques. Et en fait, c'est pas une maladie au sens où c'est pas un médecin qui, à partir des indices que vous décrivez, qui va faire le diagnostic et dire vous êtes hypersensible aux ondes électromagnétiques. Non, c'est la personne qui attribue les symptômes en fait à l'émetteur qui est dont elle connaît l'existence en fait. Donc l'état de ces personnes et le fait qu'elles ressentent des symptômes et quelquefois se retrouvent même dans une sorte de handicap parce qu'elles essayent d'éviter à tout prix et sont de plus en plus malades quand elles voient un émetteur, l'état est reconnu. Mais le fait que les ondes en soient la cause n'est pas reconnu par contre. Si on fait des expériences en laboratoire, on voit qu'elles ne sont pas capables de détecter si l'émetteur est allumé ou pas. De même, il y a eu des reportages avec des gens qui se plaignaient d'une antenne, et alors qu'elle n'était pas allumée, par exemple. Alors, on a vu justement sur l'écran, on a vu une espèce de vêtement qui est censé protéger de ces ondes. Vous y croyez en leur efficacité à ces vêtements anti-ondes électromagnétiques? Alors, certains vêtements sont faits dans des substances qui sont effectivement des matériaux qui sont faits par ailleurs dans l'industrie pour les travailleurs, pour se protéger quand c'est des niveaux très élevés. Vous avez dit tout à l'heure, à côté d'une antenne, si on est très très proche, le niveau va être plus élevé que si on est loin. C'est comme une lampe de poche, si on a l'œil sur la lumière, c'est des ondes aussi. Mais après, qu'on en ait besoin pour se protéger, ça c'est autre chose. Et les personnes qui sont hypersensibles sont justement des bons clients pour la vente de tous ces accessoires dont on voit qu'il y a un véritable marché à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, ce marché fait qu'on a intérêt à laisser diffuser l'idée que les ondes sont dangereuses, parce qu'il y a aussi les aménagements pour l'habitat, et tout ça d'ailleurs autour d'un rapport qui n'est pas un rapport d'expertise, mais qui souvent les gens s'appuient en disant l'expertise a montré, mais c'est le rapport bio-initiative, et qui en fait dit que c'est très dangereux, mais c'est un rapport qui a été fait par quelqu'un qui propose des systèmes de protection des maisons, donc qui a aussi intérêt. Voilà, donc vous voyez, c'est assez complexe. Oui, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Anne Perrin, je rappelle que vous êtes auteur de Champs électromagnétiques, environnement et santé aux éditions Perrin et Souk 2010. Voilà. On passe à un autre sujet, tout à fait, c'est le vin. Rouge, blanc ou rosé, il y en a pour tous les goûts. En début de semaine, une vingtaine de viticulteurs israéliens sont venus présenter leurs produits aux cavistes et œnologues de l'Hexagone. Mais les vins produits en Israël peuvent-ils vraiment plaire aux Français? On voit ça tout de suite avec ce reportage signé Anthony Lesme. Castel, Tulipe et 18 autres domaines israéliens ont été représentés à Paris. À l'initiative de l'Organisation internationale des vins, ces viticulteurs ont présenté leurs produits dont les origines françaises ont éveillé la curiosité des spécialistes. Ce sont des vins quand même qui sont issus donc, de cépages français, donc ça c'est toujours important. C'est intéressant aussi nous en tant que Français de déguster aussi d'autres vins que français et par les cépages français. C'est quand même assez puissant, c'est des vins quand même que nous en France on a l'habitude sur d'autres cépages. Si Israël a depuis 10 ans nettement amélioré son offre qualitative, le marché local reste encore très restreint. La consommation par tête des Israéliens n'est pas plus haute que 5 litres par an par habitant. Et vraiment, ce sont des chiffres très, très mineurs
très réduit que nous essayons ces dernières années d'augmenter. Faire boire davantage les Israéliens, c'est une solution. Une autre, c'est de développer l'international. Et c'est un secteur en nette progression. Entre 2011 et 2013, les exportations ont progressé de 25%, atteignant les 35 millions de dollars. Nous faisons entre 30 et 40% d'exports. La moitié des exports, c'est le marché des États-Unis. Notre plus grand importateur, après, c'est la France et puis l'Angleterre. Nous essayons d'inciter les caves à diriger leur exportation vers les marchés généraux et non pas pour les communautés juives, non pas pour le secteur kasher. Reste que les prix du vin israélien sont encore très élevés. Une difficulté dans la compétition internationale face à des pays comme la France, l'Espagne ou le Chili, mais aussi des nouveaux venus comme la Chine. Voilà, c'est l'heure de la revue du web avec vous, Rudy Saada. On va parler de ces émeutes à Ferguson qui intéressent les internautes, mais pas seulement. Oui, pas seulement, on le disait hier, le hashtag Ferguson Decision représentait hier plus de 4 millions de tweets, un sujet donc qui enflamme le web et qui intéresse l'État islamique Daesh, sachant que les mots-clés liés à Ferguson sont donc très populaires. Et bien les partisans de Daesh tentent d'encourager les émeutiers de la ville américaine de se joindre à l'État islamique en essayant de rapprocher quelque part ces deux causes, ces deux événements. On l'a vu hier avec des infographies, mais aussi avec des messages clairs comme celui-là, et Noir d'Amérique, l'État islamique va vous sauver. On trouve même des appels au meurtre avec cette image de couteau et ce commentaire: pour combien de temps allez-vous laisser ces gouvernements vous oppresser? Saisissez-vous de vos couteaux et apportez-leur une réponse. Ou encore l'utilisation d'une icône de la lutte pour les droits de la communauté noire américaine, Malcolm X, qui est donc réutilisée. Certaines de ces citations sont citées donc par l'État islamique. L'islam est la seule religion qui efface les problèmes de race, par exemple, peut-on lire sur ce tweet. À noter aussi une vidéo d'un Canadien qui exhortait les émeutiers de la communauté de Ferguson à se joindre à Daesh. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que l'État islamique utilise un phénomène comme ça à son intérêt, enfin ça fait Alors, on l'a dit, on l'a répété, la communication de Daesh sur Internet est excellente. Elle est très diverse et Daesh, donc, ce n'est pas la première fois qu'il tente ce coup avec cette méthode de récupérer un hashtag populaire pour pouvoir l'utiliser pour leur propre propagande. Alors, c'était le cas, par exemple, lors du vote sur le référendum de l'indépendance écossaise il y a quelques semaines et même lors de la dernière Coupe du Monde de foot où à chaque match, les hashtags étaient extrêmement populaires et donc Daesh passait ses messages via ces hashtags. Ouais, voilà, ils se servent d'événements modernes et d'événements très populaires pour justement faire passer leur message. Donc la stratégie de communication de Daesh. Allez, on va passer maintenant à la politique française avec une guerre de likes. Oui, mais une guerre qui n'est pas si anodine que ça parce que depuis 2007, les hommes et les femmes politiques donc, ont développé leur communication Internet et leur page Facebook. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, avait annoncé son retour en politique via sa page Facebook en exclusivité. Et bien vous le voyez, hier, petit tournant dans l'histoire politique française avec 518 446 likes. La page de Marine Le Pen a dépassé officiellement celle du président français François Hollande. Alors il s'agissait bel et bien d'un objectif atteint par la leader frontiste qui est extrêmement active sur sa page Facebook. Contrairement au président français qui poste peu, et bien le Huffington Post remarque qu'au-delà de sa deuxième place, donc derrière Nicolas Sarkozy désormais, ce qui frappe aujourd'hui c'est la vitesse de progression. Il y a plus de 1000 nouveaux likes par jour depuis l'été, des likes qui ne sont pas achetés comme le dit le quotidien en ligne. Et à noter également que le FN, qui a été un des premiers partis de France à arriver sur Internet dès les années 2006-2007, a créé son propre réseau social interne. Il s'appelle les Patriotes. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire justement la popularité du FN sur les réseaux sociaux, en tout cas sur ce site? Alors il faut relativiser le nombre de likes, c'est pas forcément le nombre d'électeurs, parce que parmi les gens qui likent, seulement à peu près 5% sont des fans vraiment actifs. Cela dit, quand on a 1 million de fans comme Nicolas Sarkozy par exemple, eh bien chaque post, chaque fois que vous... Il y en a aussi beaucoup qui aiment et qui ne likent pas. Hein. Absolument, ouais. Mais cela dit, même si c'est vrai, mais si vous n'aimez pas et que vous likez, parce que par exemple si vous voulez si on n'aime pas mais qu'on like, oui, ouais. Dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous voulez juste avoir des informations sur quelqu'un que vous n'aimez pas, vous likez aussi, et donc chaque post, chaque vidéo, chaque petit post s'affiche 1 million de fois et en plus peut être partagé
partagé par ces 1 million de personnes. Donc c'est une force de frappe importante, surtout pour la diffusion des idées, ce qui est à la base un des objectifs des politiques. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que les idées du FN intéressent, qu'on aime ou pas, il y a beaucoup de Français qui s'y intéressent. Allez, on va ouvrir maintenant une page de Noël. Oui, alors à la base il y avait, maintenant on est dans les achats de Noël, dans moins d'un mois c'est Noël, donc les enfants commencent à faire des repérages, et là je vais vous parler d'une petite image, regardez comme elle est mignonne, cette petite fille. C'était dans un magasin, un Tesco aux États-Unis, et donc elle voit cette petite horloge qu'elle adore, et avec écrit cadeau parfait pour les garçons. Évidemment, elle fait cette moue, sa mère la prend en photo, met ça sur Twitter et crie au sexisme. Eh bien, Tesco a retiré tous ces signaux, toutes ces pubs de ses réseaux, et la petite fille a l'air contente. J'espère qu'elle a retrouvé le sourire. Allez, on finit avec un site internet qui permet de réaliser un vieux rêve d'enfant. Et oui, c'est un vieux rêve d'enfant, c'est-à-dire de mettre vos dessins, les dessins des enfants en réalité, de les transposer en réalité. Eh bien, ça existe, c'est un magasin qui existe aux États-Unis depuis plusieurs années. Vous arrivez avec votre dessin et on crée la peluche qui va avec. Mais alors désormais, c'est disponible partout dans le monde et sur Internet. Ça vous fait pas un papa et une maman qui tiennent juste sur une branche comme ça? Parce qu'en général, c'était ça. Eh bien, regardez, par exemple, le dessin de cette jeune fille, il est réinterprété par des artisans et des artistes qui vont mettre en peluche exactement ce à quoi cette petite fille rêvait. Et donc, au final, elle se retrouve avec exactement son dessin en peluche. Un cadeau parfait pour Noël. Et désormais, donc, c'est disponible sur Internet via le site butsy.com. C'est une excellente idée de cadeau. Alors, si vous n'aviez pas d'idée de cadeau pour vos enfants, j'ai fait Léonore. Je vais l'envoyer. On va voir ce que ça donnera pour le 25 décembre. C'est censé représenter qui? C'est vous. D'accord. Merci pour vos talents artistiques, Rudy Saada. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Merci Betsabe Salam et Rudy Saada d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous, plus d'infos et vos programmes à suivre tout de suite sur i24 News. En attendant, excellente journée à vous tous.